écoutez, donc bonsoir à tous. Je vous souhaite du coup la bienvenue pour ce cercle qui va porter sur l'histoire du mouvement auquel on est plus ou moins attaché, qui s'appelle l'Action française et français. Ok. Alors au commencement était l'affaire Dreyfus. Cette affaire qui éclate en 1898, elle va véritablement déchirer la France en deux. Elle va exacerber le dualisme entre la gauche et la droite. Globalement, pour la gauche, à quelques exceptions près, Dreyfus a été jugé à la va-vite, notamment en raison de sa judaïté. C'est donc un innocent qui a droit à un nouveau procès, à la justice, à la réparation. Globalement, pour la droite, à quelques exceptions près, il est hors de question de porter atteinte à l'honneur de l'armée, quand bien même un innocent doit en pâtir. L'armée est sacrée, elle est l'instrument de la revanche et de la reconquête des provinces perdues, l'Alsace et la Lorraine, d'accord. Et à l'époque, être antimilitariste, c'est être antipatriote et donc faire partie de ce qu'on appelle l'anti-France, pour reprendre une expression naguère populaire. Donc, en somme, il y a en définitive donc, le droit de l'individu pour le parti Dreyfusard versus l'intérêt supérieur de la patrie pour le parti nationaliste. Et j'emploie sciemment les termes de parti au sens où cette affaire elle est plus politique que judiciaire. L'innocence ou la culpabilité de Dreyfus compte en fait relativement peu. C'est plus un système de valeurs qui s'affrontent. Et la Ligue des droits de l'homme, donc notre ligue préférée, qui a porté plainte 2 fois contre nous pour nos affiches Fumetu, l'immigration aussi, et pour notre stèle, voilà, elle est créée justement, figurez-vous, à l'occasion de l'affaire Dreyfus, et c'est une surprise pour personne, elle regroupe, c'est l'organe principal de propagande des Dreyfusards, elle s'appuie et recrute essentiellement dans la gauche universitaire, et son pendant, pour la droite et les anti-Dreyfusards, s'appelle la Ligue de la patrie française. Mais pour 2 hommes sans notoriété, Henri Vaugeois, professeur de philosophie de 27 ans, et 34 ans, Vaugeois, et Pugeot, un journaliste de 27 ans, le fonctionnement de la Ligue laisse en fait à désirer. La Ligue, en fait, elle cherche à rassembler tous les anti-Dreyfusards, et afin de ne froisser personne, elle verse dans la démagogie, elle lance des mots d'ordre creux, consensuels. Finalement, elle cherche le nombre pour le nombre. Donc, en définitive, il n'y a pas, si vous voulez, au sein de la Ligue de la patrie française, bien qu'anti-Dreyfusard, et c'est son seul programme, il n'y a pas, si vous voulez, de doctrine politique sur laquelle toute action au service de la France, dans laquelle toute action française, la personne qui suit, c'est pas grave, est vouée à l'échec. Alors ainsi, date très importante, le 20 juin 1898, à l'occasion d'une conférence publique à Paris, donc animée par la Ligue de la patrie française, Henri Vaugeois annonce le lancement de l'Action française. Donc c'était le 20 juin 1898, c'était exactement, 1899, excusez-moi, j'ai fait une boulette, c'était exactement, du coup, il y a 125 ans, cette année. Donc comme vous l'aurez compris, contrairement à la Ligue, l'AF va investir le champ de la réflexion et de la recherche politique. La jeune équipe se réunit et travaille au Café de Flore à Paris, un haut lieu de la vie intellectuelle française, quoiqu'il sera intellectuelle et artistique française, bien que souillé quelques décennies plus tard par Sartre et Beauvoir, et d'où le nom de notre librairie d'AF, d'ailleurs, la librairie de Flore. Donc l'AF, au départ, ne vous méprenez pas, elle est foncièrement républicaine. Ses fondateurs, Vaugeois et Pugeot, sont républicains et même de gauche. Et l'ironie du sort, c'est que Vaugeois a un ancêtre qui a voté la mort du roi Louis XVI. Il a un ancêtre qui est un député régicide. Voilà. Alors de quoi conviennent justement les premiers membres de l'AF qui pour le moment est républicaine? Donc l'AF primitive, elle a une phobie de la monarchie. Apparemment, c'était hostile aux libertés, elle opprimait le petit peuple, etc. Donc c'est l'obscurantisme, finalement. En revanche, l'Action française, dès départ, bien que républicaine, elle est nationaliste. Donc ça veut dire quoi, nationaliste? C'est-à-dire qu'elle affirme la primauté dans l'ordre politique de la défense des intérêts de la France. Ça va? Et pour cela, sa solution pour elle, elle plaide pour une autre république, une république réellement française, avec un chef qui puisse réellement cheffer, comme disait Chirac. Alors malheureusement, ou plutôt heureusement, ce projet de refonte de la République va tomber à l'eau sous l'influence d'un jeune provençal de 30 ans, un bel âge, n'est-ce pas, qui est monté à Paris à 17 pour embrasser une carrière de journaliste et de critique littéraire. Il s'appelle bien sûr Charles Maurras. Alors une anecdote apolitique, c'est que Charles Maurras est quasiment complètement sourd, et ce depuis l'adolescence. Et anecdote politique, ce qui vous intéresse un peu plus, c'est que Maurras est le seul royaliste de la jeune Action française. Et d'où ce célèbre échange entre Vaugeois et Maurras, alors proche de son oreille pour que Maurras l'entende. Vaugeois lui dit « mais vous êtes le seul royaliste » et Maurras, avec sa répartie légendaire, « je lui vois moi, nous serons 2 ». Voilà, et finalement, on sait comment ça va se terminer. On va être 2, puis 2 dizaines, puis 2 centaines, etc., au sens où, si vous voulez, Maurras va faire renoncer l'Action française, en fait, au mirage républicain. Il va la convertir au royalisme. Alors comment? Ça ne va pas être par la force, il ne va pas virer Vaugeois, Pugeot et imposer sa ligne. En fait, il va convaincre les membres de l'AF par la raison, par la force des arguments. Et même au-delà de l'AF, Maurras va même s'adresser à l'ensemble des personnalités politiques de son temps, sûres de son argument,
Et c'est ainsi qu'il interpelle en 1900 les principales figures intellectuelles de son époque via cette célèbre question ouverte posée dans les colonnes de la Gazette de France. Oui ou non, l'institution d'une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée est-elle de salut public? Alors ceux qui étaient à mon sac sur le quadrilatère maurassien, ça vous dit quelque chose. Une monarchie traditionnelle, héréditaire, antiparlementaire et décentralisée, c'est la ligne de l'AF en 4 adjectifs. Alors j'ai malheureusement pas le temps de m'attarder dessus excessivement. En revanche, j'ai consacré un cercle exprès disponible sur la chaîne du Cercle Culturel de Coulanges. Il dure 50 minutes et je pense que vous aurez vraiment accès à l'essentiel de notre doctrine. Ok. Donc pour Maurras, indéniablement, la monarchie est ce qu'on appelle nationalisme intégral, au sens où la monarchie, telle que je le définis, répond intégralement, d'accord, c'est pas un nationalisme intégriste, mais qui répond intégralement, globalement, à l'ensemble des mots qui préoccupent les personnes particulièrement intéressées au sort de la patrie, au sort de la nation, donc les nationalistes, en définitive. Et même Vaugeois, qui était, donc souvenez-vous, celui qui est un ancêtre régicide, qui était pourtant réticent à l'idée monarchique, finit par lâcher à la fin d'un article mort aux Juifs, à bas la République, vive le roi de France. On a complètement perdu Vaugeois. Voilà. Donc en parlant du roi de France, l'AF se rallie aux descendants de Philippe d'Orléans. D'accord. Donc c'est le dernier roi à avoir dirigé la France. D'accord. Donc de 1830 à 1848. D'accord. L'AF, elle est donc ce qu'on appelle orléaniste. D'accord. Elle n'est pas daillé-vilmaniste. Les Mulhousiens dont on a référence. Excusez-moi pour les autres. Voilà, donc elle place du coup aujourd'hui son espoir dans Jean d'Orléans, le comte de Paris. Ok. Donc grâce à Maurras, les assises doctrinales sont établies. Cela va sans dire, mais peut-être encore mieux en le disant, en 1900 et quelques, il n'y avait pas Twitter, d'accord, il n'y avait pas non plus la télé, et la radio était encore assez hallucinante. Ainsi, par conséquent, pour faire connaître son mouvement, pour commenter l'actualité sous le prisme du nationalisme intégral, est créé en 1908 le quotidien du mouvement, qui s'appelle l'Action française. Comme le mouvement, c'est simple à retenir, il est envoyé aux abonnés et vendu à la criée. Aujourd'hui, c'est un mensuel qui s'appelle Le Bien commun, donc j'en ai ramené quelques exemplaires ici pour les consulter, bien que, très honnêtement, c'est pas quand même de la même qualité de celui que ceux qu'on faisait à l'époque. Donc du coup, de par Maurras et le journal, les idées d'AF commencent à se répandre et vont commencer à séduire. L'AF va donc attirer à elle 2 personnages emblématiques, dont je demande vraiment de retenir leur nom, c'est fondamental. Il s'agit de Jacques Bainville, 1879-1936, d'accord, et Léon Daudet, 1867-1942. Alors Bainville, d'origine lorraine, il a 20 ans lorsqu'il rejoint l'AF. Il a vécu en Allemagne, il en connaît l'histoire, il est bilingue. Et Maurras, le provençal, le latin dans toute sa splendeur, s'était pris de ce gamin cultivé et intelligent, bien qu'il le trouvait quand même un peu trop allemand. Et Bainville, ce puits de savoir, va vraiment devenir l'historien de l'Action française. Car oui, certes, il a une fine connaissance de l'Allemagne, mais aussi, ne vous méprenez pas, une fine connaissance de la France, de l'histoire de France. Il a d'ailleurs rédigé un livre qui est sorti en 1924, qui s'appelle l'Histoire de France. Et si vous voulez clairement apprendre l'histoire de votre pays à l'aune des Gaulois jusqu'au début du XXe siècle, sous le prisme de la monarchie, plus sous le prisme des méfaits de la République, lisez l'Histoire de France de Jacques Bainville. C'est vraiment l'anti-Michelet par excellence, le nom de Jules Michelet, l'historien républicain officiel de la République française. Donc comme le dit l'adage, l'histoire éclaire le présent. D'accord. Aussi, Bainville tient dans les colonnes du quotidien L'Action française la rubrique consacrée à la politique étrangère qui, il faut bien le dire, au début du XXe siècle tourne essentiellement autour de l'Allemagne, des prémices de la Grande Guerre jusqu'au signe avant-coureur de la Seconde Guerre mondiale. Les lumières historiques germaniques de Bainville seront donc particulièrement précieuses. Léon Daudet, la deuxième recrue phare de l'AF, c'est un Provençal. Comme Maurras, et son recrutement est le plus spectaculaire pour l'AF, car on va dire que la famille Daudet gravite dans le showbiz littéraire. Déjà, le père Alphonse est un écrivain reconnu, c'est l'auteur de La Chèvre de M. Seguin, pour ceux qui connaissent. Et Léon, son fils, celui qui rejoint l'Action française, celui qui nous intéresse, il a épousé en premières noces, ni plus ni moins que la petite fille de Victor Hugo. Voilà. Donc Daudet, il a une plume acérée, un talent pour les formules assassines, une gouaille de tribun. Pas d'attaque sur le physique, mais quand même, c'est un gros lard, vous le distinguerez aisément sur les trucs d'action française, vraiment sur celui du visu. On le sent comme le gros Léon, voilà, il boit, il mange comme 4. Et je crois que son physique est à l'image de son tempérament, c'est un sanguin, un provocateur, un querelleur, donc c'est un peu le Obélix, si vous voulez, de l'Action française. Il est l'exact contraire de Bainville, qui est lui plutôt patient, svelte, posé et plus réfléchi, on va dire. Bainville, c'est Astérix, pour la faire courte. Voilà. Et puis Maurras, panoramique, c'est que sa potion a converti tout le monde. Voilà. Et pourtant, en dépit du caractère diamétralement opposé de ces 2 recrues, de marque, leurs bureaux à l'AF se sont fait face pendant près de 30 ans. Ainsi, organiser la répartition de la rédaction du quotidien et même de l'Action française. Bainville, la partie historique, et puisque l'histoire éclaire le présent, la partie géopolitique, d'accord. Daudet, c'est le volet
polémique, d'accord, et Maurras, c'est plus l'aspect doctrinal, la ligne du mouvement. Okay, donc Bainville, c'est la précision, la nuance, la finesse de l'historien. Daudet, c'est la violence du pamphlétaire. Pas de Cartier qui t'en rajoutait un peu à exagérer. Okay, Maurras, c'est le sérieux et la rigueur du doctrinaire. Maurras, Bainville, Daudet, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voilà. Amen. Alors, l'AF qui dispose désormais d'une doctrine et de figures de proue pour la faire triompher, entend bien sûr faire triompher son programme, hein, lequel débouche, comme vous l'aurez compris, sur l'abolition de la République et le rétablissement de la monarchie. Donc, vous l'aurez compris, la prise du pouvoir pour le léguer au prince est in fine l'objectif de l'action française. D'accord ? D'où le célèbre mot d'ordre, politique d'abord. Ça veut dire quoi ? Politique d'abord, c'est-à-dire que la prise du pouvoir conditionne la résolution des maux économiques, sociaux, migratoires qui frappent la France. D'accord ? Donc dénoncer et combattre ces maux, c'est très bien, mais sans volonté derrière de rétablir un régime à même de lui solutionner, bah, c'est du vent, ça ne sert à rien. D'accord ? Le pouvoir doit être pris de gré ou de force, d'où ce célèbre mot d'ordre de Maurras, par tous les moyens, même légaux. D'accord ? Donc c'est l'expression de Maurras, j'ai même d'ailleurs joué dessus. Donc par tous les moyens, même légaux, donc, et ainsi, c'est la raison pour laquelle est créée en 1905 la Ligue d'Action Française. D'accord ? Donc la Ligue, elle est présidée par Henri Vaugeois, et c'est un peu le parti de l'AF, en quelque sorte. Donc elle est en charge de la formation, du recrutement et des actions militantes. Au niveau de la formation, donc pour contrecarrer la propagande républicaine, est créé en 1906 l'Institut d'Action Française, ou IAF. L'Institut d'Action Française, en fait, c'est l'université de l'AF. Hein, elle était située à Paris à l'époque. Des cours dispensés en chaire, hein, vraiment comme toutes les facs prestigieuses, étaient organisés et dispensés majoritairement par les figures du mouvement sur des sujets comme l'économie, la géopolitique, l'histoire militaire, ou le régionalisme. Alors aujourd'hui, l'IAF n'existe plus. Hein, en revanche, dans nos sections respectives ou à l'occasion des colloques organisés par l'AF à Paris ou à notre camp d'été, vous trouverez, je pense, votre pied en termes de formation. Cependant, pour l'AF naissante, dispenser des cours à l'IAF, voire des CERN de toute première section, c'est très bien, mais encore ce savoir, fallait-il le répandre à des sphères plus étendues. D'accord ? C'est le rôle de la nouvelle librairie nationale, d'accord ? C'est qui éditait les œuvres des principaux essayistes de l'Action française. Alors pourquoi on a une librairie justement à nous ? Parce que lorsqu'on est anticonformiste comme nous, c'est bien de disposer de notre propre librairie, notre propre maison d'édition pour contourner celle du système. Okay, donc cette maison s'appelle aujourd'hui les éditions de Flore, comme je vous l'avais dit, en écho au café où tout a commencé, finalement. Donc en somme, la Jeune Action Française, elle dispose en 1908, soit moins de 10 ans après sa création, d'un journal, de 3 collaborateurs de valeur, Maurras, Bainville, Daudet, d'une maison d'édition, d'une université. L'appareil de formation est en place, l'Action Française va pouvoir passer à l'action. À cette fin, les Camelots du Roi sont fondés en 1908 par Maurice Pujoulx, Maurice Pujoulx, le cofondateur de l'AF avec Vaugeois. Un camelot, en fait, ça désigne de base un vendeur bénévole du journal, d'accord, sur le parvis des églises, sur les marchés, les universités, etc. Par extension, un camelot désigne un militant d'Action Française. Alors, on va l'appeler comme ça. Et tout Paris va entendre parler des camelots à l'occasion de l'affaire Talama, donc du nom d'un professeur à la Sorbonne qui s'est permis de tenir des propos injurieux sur Jeanne d'Arc, d'accord. Et chacun de ces cours, dispensés le mercredi, est perturbé par les camelots. Donc on déplore plusieurs dizaines de blessés et jusqu'à 200 arrestations par mercredi Talama. On s'appelle carrément comme ça. Et donc le quartier latin, donc le siège de la Sorbonne, va être en véritable état de siège. Et le point d'orgue est lorsque Pujoulx s'empare de l'estrade, fesse Talama comme un gamin et professe un cours en l'honneur de Jeanne d'Arc. Voilà, la légende des camelots est née. Et je vous demande vraiment pour notamment les militants de retenir ce que c'est que les camelots et de retenir aussi cet acte, ce baptême militant, parce qu'en tant que militant d'AF, vous êtes aussi quelque part les descendants des camelots. Ok. Un autre événement, c'est le secours apporté aux sinistrés lors des terribles inondations de 1910, la région de 1910. Les camelots, en fait, sillonnent la capitale en barque, ils distribuent des vivres, font des appels aux dons et vont même reconstruire des maisons. Les maisons ouvrières qui étaient aux périphéries, au niveau de la banlieue. Et ces maisons-là vont être supervisées sous la direction de Lucien Lacour, camelot du roi et menuisier de son état. Alors cela va sans dire, mais il y eut zéro propagande politique, c'était une œuvre charitable, désintéressée, et les camelots se limitèrent à accrocher une image de Jeanne d'Arc dans chaque maison neuve comme seule signature. Et le fait est que des royalistes se montrent les plus actifs auprès des malheureux déplaît aux autorités. Ainsi, la police républicaine infligea aux camelots arrestations, destruction de leur ravitaillement et même des passages à tabac. Donc les camelots n'oublient pas les fondamentaux. Je vous rappelle suite à quelle affaire est née l'Action française. Ainsi, les statues à la gloire de la figure les figures à la gloire de la cause Dreyfusard, donc Zola, Scheurer-Kestner, Lazare, sont endommagés à coups de marteau ou tagués du chiffre 445. Alors pourquoi 445 ? En fait, c'est le numéro de l'article du Code d'instruction criminelle que la Cour de cassation, par un tour de passe-passe, interprète à sa guide pour innocenter Dreyfus. Okay.
Une action également dont je dois vous parler, assez célèbre, c'est la tatane sur Aristide Briand. Aristide Briand est en 1910 le président du Conseil. Le président du Conseil, c'est l'équivalent de Premier ministre. Okay, il inaugure une statue en hommage à Jules Ferry. Donc Briand plus Ferry, à eux deux, c'est la loi des inventaires, la séparation de l'Église et de l'État, l'école laïque, la franc-maçonnerie. Donc Lucien Lacour, le camelot menuisier dont je vous ai parlé tout à l'heure, lors des inondations, gifle par 2 fois Aristide Briand à la fin de son discours. Il est condamné à de la prison, puis finalement gracié. Mais pourquoi avez-vous agi ainsi, lui demande-t-on? Parce que notre doctrine, répond-il, c'est la violence, mais la violence au service de la vérité. Bien, on voit les... Voilà, tu peux sortir, Anthony, c'est bon. Voilà, parce que notre doctrine, c'est la violence, mais la violence au service de la raison. Car justement, la violence d'Action française, de la dégradation des statuts de Dreyfusard aux agressions sur les plus hauts personnages de l'État, elle est loin de plaire à tout le milieu royaliste français. Il y avait un royalisme avant l'Action française, mais disons que le royalisme d'AF dénote. Parce que, déjà, il est jeune, il est révolutionnaire, appelons un chat, n'ayons pas peur des mots, je pense, porté sur la question sociale aussi, alors que le royalisme à l'ancienne, lui, craint la violence, est plutôt aristocrate, âgé et du côté de l'ordre établi. Voilà, pour la faire très courte. Et l'AF, justement, par sa méthode, est considérée comme l'extrême gauche du royalisme par la vieille garde royaliste. Alors, sans aller jusque-là, disons que simplement l'esprit camelot est aux antipodes du royalisme de Salon. Le royalisme d'Action française est caractérisé, bien sûr, par l'action, ça ne s'appelle pas Action française pour rien, une action dont les ressorts sont la farce, l'humour potache, la provocation, le mépris des lois, parfois la violence, mais la violence avec mesure, jamais la violence pour la violence, d'accord? Ce ne sont pas les SA ni les chemises noires, les camelots du roi. Un camelot a certes une bonne canne dans une poche pour la bagarre, mais aussi un blondit dans l'autre, d'accord? Un camelot doit être à la fois, finalement, intellectuel et violent. Et cela va sans dire, mais le camelot n'est pas un titi parisien. Il y a réellement des sections partout en France. Pour vous donner une idée de son implantation, l'AF compte en 1914, à la veille de la Grande Guerre, 300 sections au sens large. Donc par section, ça peut être une section avec une centaine de camelots, comme à Paris, Bordeaux, ou même une section avec un correspondant. Et en reprenant cette même définition, il y a aujourd'hui en France 50 sections, soit 6 fois moins qu'à l'époque. Voilà. Donc ceci dit, voilà, toutes ces sections, tous ces camelots, toute cette jeunesse ardemment patriote, turbulente, violente sur les bords, va voir ses jours comptés à l'occasion du premier cataclysme du XXe siècle, la Première Guerre mondiale. Or, la Grande Guerre, elle n'éclate pas du jour au lendemain. Maurras l'a pressent sentir dans un ouvrage intitulé Kiel et Tanger, sorti en 1910, un livre que Georges Pompidou, d'ailleurs, lors d'une conférence à Sciences Po en 1972, en sa qualité de président de la République, quand même, cita et qualifia du meilleur ouvrage de politique étrangère de par sa qualité prémonitoire. Sinon, les années précédant le conflit, l'AF s'alarme régulièrement du budget insuffisant consacré à la préparation à la guerre et milite de tout son poids pour faire passer le service militaire à 3 ans, la fameuse loi des 3 ans. Et l'AF déplore également que suite à l'affaire Dreyfus, le fameux deuxième bureau où a servi Dreyfus était démantelé pour raisons politiques. Or, c'est ce bureau qui espionnait l'Allemagne. Voilà, donc la France va donc se retrouver borgne et les conséquences stratégiques et militaires furent désastreuses. Quoi qu'il en soit, la guerre, elle éclate et a lieu de 1914 à 1918. L'Action française, avant d'être royaliste et patriote, lors de la Grande Guerre, elle va donc s'associer à ce qu'on appelle l'Union sacrée, mettant en définitive, quelque part, sa détestation de la République et son désir de nouvelles institutions. La France seule compte, et il ne s'agit pas de disperser son énergie. L'Action française s'engage à ne pas faire la révolution devant l'ennemi. Ok ? Donc elle dispose d'un quotidien, donc lui aussi soumis à la censure de guerre, que Maurras accepte sans problème. Et en fait, les anciens, en définitive, apportent leur soutien politique, leur soutien moral aux soldats, au gouvernement, et les anciens, les jeunes, on va dire, voilà, les jeunes camelots montent au front et montrent l'exemple aussi, finalement. Donc l'AF des bureaux comprend notamment le trio Bainville-Maurras-Daudet, qui ne sont pas en capacité de se battre. Cette AF-là va mener campagne contre le journal qui s'appelle Le Bonnet Rouge. Alors, je ne fais pas de dessin sur le bord politique de ce journal, je pense que ça part de lui-même, et Léon Daudet accuse son directeur, c'est un Miguel Vigo, d'être un agent à la solde de l'Allemagne. Miguel Vigo est confondu, arrêté et se pend dans sa cellule. Voilà. L'AF, pendant la guerre, va se muer en véritable journal d'investigation, traquant impitoyablement les traites et les vendus à l'Allemagne, la vermine du monde, pour reprendre une expression de Daudet. Il prétend d'ailleurs avoir démasqué une quarantaine de collabos. Et justement, l'Action française remue un peu trop la merde. Elle soupçonne notamment Louis Malvy, qui n'a rien d'autre que le ministre de l'Intérieur, d'avoir livré des secrets militaires à l'Allemagne, ce qui constitue une accusation particulièrement grave. Alors la police du régime, pour intimider cette gênante Action française, organise partout en France des perquisitions contre l'AF, accusée d'ourdir un complot contre la République, alors qu'en définitive, elle ne fait qu'un avec elle depuis 4 ans. Alors que vont trouver les meilleurs limiers du régime? Un sensationnel, des drapeaux,
des cannes plombées, quelques flingues, des haltères, ça s'est traduit par un non-lieu. Même l'humanité, c'est pour dire, trouve cette opération de police disproportionnée et fantaisiste, c'est ce qu'on a appelé le complot des panoplies. Voilà, je vais juste vous en parler. Et en revanche, l'ex-ministre de l'Intérieur, Louis Malvy, qui lui a été épinglé par l'AF, il va être jugé et reconnu coupable de forfaiture. Alors, on n'emploie pas le mot trahison, bien que ça signifie exactement la même chose. On emploie forfaiture et pas trahison, car c'était donner raison à l'AF en reprenant ces éléments de langage. Malvy est condamné à l'exil et déchu de ses droits civiques. Il se la coule douce en Espagne, rentre en France après sa peine, et se fait tranquillement élire député du Lot en 1924 sur la liste du cartel des gauches. Que voulez-vous en démocratie, l'électeur a la mémoire courte. L'AF du Front connaît, comme tous les poilus, l'horreur des tranchées. C'est une saignée, elle perd 3000 camelots, des vendeurs de journaux, des chefs de section, des cadres fédéraux, des cadres nationaux. C'est comme toute l'action française, comme n'importe quelle famille finalement de France et de Navarre, est endeuillée et décimée par cette tragédie. Et je m'attardais sur un des camelots tombé au champ d'honneur, le jeune Henri Lagrange, camelot à 16 ans, artisan via le cercle Proudhon du rapprochement certes éphémère entre le royalisme conservateur et le syndicalisme révolutionnaire d'extrême gauche. Il encourage à cette fin les camelots et les ouvriers à s'associer à pendre des Mariannes. Il est aussi responsable et orateur des étudiants d'Action française, et c'est à lui que Maurras dédia 20 ans en 14. Donc au sortir de la guerre, bien qu'exemple, l'AF jouit d'un prestige considérable. Son rôle d'annonciateur et de préparateur au conflit, l'impôt du sang payé par ses camelots, les campagnes menées par son journal L'Action française au sortir de la guerre est le mouvement patriote de référence. Sa séduction, son attraction s'étend même au milieu des lettres. Guillaume Apollinaire, André Gide, Marcel Proust, tous lisent l'Action française afin de prendre une cure d'altitude mentale, pour citer Marcel Proust, la recherche du temps perdu. Et à la faveur de cet état de grâce, Léon Daudet, le gros Léon, le pamphlétaire, un peu le Zemmour de l'AF, on peut l'appeler comme ça, voilà. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Le papacito de l'AF, voilà. Donc le gros Léon est élu député aux élections législatives de 1919 et pendant son mandat, il mit sa gouaille et ses formules assassines au service de la cause royaliste. Donc Daudet, celui qu'on surnomme le procureur du roi au sein de l'Assemblée nationale, c'est vraiment le loup dans la bergerie pour plus grand plaisir des contre-révolutionnaires. Et d'ailleurs, c'est l'Assemblée nationale post-Première Guerre mondiale, d'accord, donc celle élue en 1919, qui va, en 1920, faire adopter la fête nationale de Jeanne d'Arc et du patriotisme, d'accord, donc fixée au deuxième dimanche de mai. Donc c'est une fête en fait qui figure sur le calendrier, comme le 14 juillet par exemple, à cette différence qu'elle n'est pas chômée, d'accord. Et depuis 1920, donc chaque deuxième dimanche de mai, l'Action française défile à Paris en honneur à Jeanne d'Arc, la symbole de la France aux Français. Voilà. Cependant, les réjouissances de la victoire vont être de courte durée pour l'AF. Elle va, comme avant-guerre, jouer son rôle de Cassandre, de rabat-joie. Bainville, l'historien, le géopolitologue du mouvement, publie en 1919 les conséquences politiques de la paix. Il va se livrer à un décortiquage critique du traité de Versailles, donc celui qui impose l'armistice aux Allemands. Le premier crime de ce traité, nous dit Bainville, c'est d'avoir laissé intacte l'unité allemande. Je cite Bainville, tout dans le traité est disposé pour faire sentir à 60 millions d'Allemands, alors que les Français en parallèle sont 40, qu'ils subissaient en commun indivisiblement un sort pénible. Tout est disposé pour leur donner l'idée et la faculté de s'en affranchir, et les entraves elles-mêmes serviront de stimulant. Voilà, donc je pense que vous sentez venir du coup le désir de revanche des Allemands. Okay. Et le deuxième crime de ce traité est d'avoir par contre d'avoir dissous, au contraire, l'Empire austro-hongrois. Donc ces anciens États, dont l'Autriche, vont se retrouver démunis face à l'ogre germanique, dont l'unité géographique et politique a été préservée. Je pense que vous sentez venir l'Anschluss à 3 km, mais comme le dit l'adage, nul n'est prophète en son pays, et vous dire que Bainville ne sera guère écouté. Les années 20 vont être on est dans l'Est, vont être une décennie terrible pour l'Action française. En 1923, Marius Plateau, donc le chef de la Ligue d'AF, comme c'était organisé en Ligue, souvenez-vous, est assassiné au revolver par une anarchiste, arrêtée et jugée, elle n'écopa d'un acquittement. En 1925, c'est au tour d'Ernest Berger, le trésorier de la Ligue, de s'écrouler sous le coup de pistolet d'une autre anarchiste, qui elle non plus n'aura rien. Et puisque justement je parle de pistolet d'anarchiste, je vais vous parler d'une histoire, c'est donc le fils de Léon Daudet, donc Philippe Daudet, qui fait une fugue en 1923 à l'âge de 14 ans. Il quitte Paris pour Le Havre en vue de rejoindre le Canada. Au Havre, il s'est rapproché d'un libraire anarchiste, puis on retrouve le jeune adolescent mort dans un taxi, une balle dans la tête. Alors les circonstances sont on ne peut plus floues. La théorie officielle est celle du suicide par balle du jeune adolescent dans la voiture du taxi. L'AF, elle crie au crime d'État. Le fils de Daudet ayant été instrumentalisé comme un dangereux anarchiste prêt à passer à l'acte et abattu pour cela, en vue de jeter le discrédit sur l'AF et sur Daudet père, député de Paris. Alors je vais quand même vous citer le procureur général qui dit au père Daudet
Je vous laisse apprécier l'ironie et in fine l'avis antithèse du suicide du procureur lui-même. Monsieur Daudet, il est aussi grave de ne pas avoir trouvé la balle dans le taxi qu'il est grave d'avoir retrouvé la douille 7 jours après. En gros, ça veut dire quoi? C'est que le fils Daudet, il a été buté et son corps a été placé là dans le taxi avec la complicité du chauffeur et des autorités. Voilà. Donc 26, même 1926, bah, c'est pas un cadeau de Noël, c'est même un cadeau empoisonné. L'Action française est excommuniée. Donc c'est un coup de tonnerre. Les camelots, les sympathisants, les vendeurs de son emblématique quotidien sont exclus de la communauté catholique et privés des sacrements. D'accord? S'ils n'abjurent pas l'Action française. Donc concrètement, en étant d'AF et catholique, bah, vous êtes privé des obsèques religieuses, vous êtes privé du droit d'être parrain, je dis ça parce que je suis parrain, vous êtes également privé du droit de rentrer ou de rester dans les ordres, les illusions pensent à notre séminariste préféré, voilà. Vous êtes également privé de vous marier religieusement, ou même de recevoir l'extrême onction, d'accord, donc qui est administrée à l'approche de la mort et qui vous ouvre quelque part la voie à la vie éternelle, d'accord. Et on arrive à des scènes particulièrement cocasses où les proches du mourant, sentant que la fin est forte, vont se précipiter à aller vers le curé et lui dire écoutez, c'est bon, il a abjuré les édictions françaises, s'il vous plaît, mon père, administrez-lui l'extrême onction. Voilà. Je vous citer même Étienne de Rennes, donc un royaliste du nord de la France, qui disait on m'enterra comme un chien, j'y consens, mais comme un chien fidèle. La question qui vous taraude, c'est pourquoi? Pourquoi cette mesure si radicale, si inique, qui frappe les plus fidèles et les plus soumis des catholiques? Il y a une raison en fait théologique. C'est le credo de Maurras, politique d'abord. D'accord. Le catholicisme, lui, fait le distinguo entre le politique et le religieux, contrairement à l'islam, qui est un système total, un système totalitaire. Voilà. Donc, clairement, un catholique n'a pas, si vous voulez, à suivre les commandements d'un mouvement qui fait du conquête du pouvoir temporel sa finalité. Voilà. Et il y a aussi une raison, on va dire, doctrinale, c'est le patriotisme intransigeant de l'Action française, qui nuirait à l'amitié entre les peuples, notamment entre deux peuples que vous connaissez bien, le peuple français et le peuple allemand. De ne pas aimer son prochain, c'est pas très catholique, car outre la dénonciation du traité de Versailles par Bainville, l'AF obtient l'occupation de la Roure en 1923 sous la pression de la campagne menée par Daudet et par Maurras, qui en plus ont l'oreille du président. L'AF dénonce également le traité de Locarno en 1925 qui amorce un retour de l'Allemagne dans le concert des nations. Enfin, l'AF est d'Aristide Briand, donc le pèlerin de la paix, sa tête de Turc, lui qui a divisé la flotte française par deux et a réduit notablement le montant des réparations allemandes. Donc l'excommunion de l'AF dure de 1926 à 1939 à la faveur de l'avènement d'un nouveau pape qui casse cette mesure inique. Contre toute attente, l'Action française ne subit pas trop une hémorragie, déjà parce que certaines paroisses ont fermé les yeux sur l'engagement de leurs fidèles qui peuvent être à la fois camelots et bigots, d'accord, et le choix de certains catholiques pour la foi plutôt que pour le roi est compensé par l'arrivée d'autres militants attirés et fascinés par l'aura et l'influence qu'exerce l'Action française. 1927, Léon Daudet se bat depuis la mort de son fils Philippe et même poursuivi pour diffamation, donc il est condamné ainsi à la prison ferme. Or, il décide de se rendre, il décide de ne pas se rendre, excusez-moi, il se réfugie au QG de l'AF, situé alors rue de Rome, à Paris. Donc c'est un véritable état de siège qui va se mettre en place. On va renforcer les portes avec des poutres, on va rembourrer les fenêtres, on va installer des barricades, on va mettre des barbelés, on va entasser 1200 camelots, certains on va même les poster sur les toits, on doit refuser du monde. Donc on a véritablement, si vous voulez, oui, un camp retranché qui se met en place. Et d'ailleurs, Daudet et les cadres du mouvement saluent depuis le balcon la foule de plusieurs milliers de badauds qui s'entassent et les acclament. Alors les premières tentatives d'effraction de la police républicaine vont échouer. Les deux camps comptent plusieurs dizaines de blessés, certains gravement, et le numéro 2 de la police de Paris se fait même tabasser par ses propres agents qu'il n'avait pas reconnus sous l'œil hilar de Daudet qui observe la scène depuis son balcon. Donc le siège dure 3 jours et Daudet décide de se rendre pour arrêter de voir le sang français couler. Les assiégés sortent, défilent en rang, et le cortège se disperse dans le calme, là où était tombé Ernest Berger, le trésorier de la Ligue abattu, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quant à Daudet, une voiture l'emmène à la prison de la Santé à Paris. Au bout de 12 jours, va se produire le plus grand canular téléphonique de toute l'histoire, et j'espère avoir encore votre attention, même si je parle depuis un peu trop longtemps. Le directeur de la prison de la Santé, d'accord, reçoit un appel du ministre de l'Intérieur, okay, qui est en fait un camelot, et qui demande à libérer dans la demi-heure, donc Daudet, bien sûr, et le patron du PCF, un certain Paul Sémard, lui aussi incarcéré. Donc le coup de libérer conjointement un communiste, c'est du bar pour noyer le poisson dans l'eau et pas trop éveiller les soupçons. Donc le directeur de la prison, il raccroche, il est pris d'un doute et il appelle allô, le cabinet du ministre. Oui, c'est son secrétariat particulier. Je viens de recevoir un ordre du ministre, là. Est-ce que vous le confirmez? Oui, on est au courant, mais faites vite. Hein. Mais imaginez que ce soit un camelot qui se trouve dans le bureau du ministre de l'Intérieur et qui prenne l'appel. Un directeur de prison, même aussi soupçonneux soit-il, ne peut pas l'envisager une seule seconde.
Voilà. Donc, du coup, un taxi vient chercher Daudet et Semar, donc les deux se séparent. Daudet devient alors fugitif, hein, donc on imagine l'ire de la police. Donc la téléphoniste de l'AF qui a permis le canular et Maurice Pugeot, le patron de l'AF qui endosse la responsabilité morale de l'évasion, passe quelques temps en prison. Et quant à Daudet, il passe à 2 ans en exil en Belgique avant de rentrer en France à la faveur d'une amnistie. Enfin, les années 20, c'est aussi la décennie de la concurrence. Hein, l'Action française se trouve confrontée à des mouvements concurrents, issus parfois de dissidence. Le plus célèbre, c'est le Faisceau de Georges Valois, un mouvement d'inspiration fasciste. Valois, en fait, est le référent des questions économiques et sociales à l'Action française. Il a soif d'action, il a soif de social. Il estime que l'Action française n'est plus en mesure de répondre à ses attentes. Donc son mouvement ne durera pas plus de 3 ans. Le grand soir qu'il a promis à ses membres n'advenant pas, auquel s'ajoutent des bisbilles internes. Autre mouvement fasciste qui va se créer, la Solidarité française, fondée par François Coty. 2 autres mouvements émergent dans les années 20, eux étant républicains. Il y a les Croix de Feu. Alors les Croix de Feu fondées par le colonel Larocque, c'est d'abord un mouvement d'anciens combattants, d'accord. Et également les Jeunesses Patriotes, fondées par Pierre Tétinger, qui sont eux d'obédience, on va dire bonapartiste. Voilà, on arrive dans les années 30. Donc pour faire suite à la multiplication des ligues et des mouvements dits d'extrême droite, voici un panorama de leurs adhérents dans la nouvelle décennie. L'AF, c'est 60 000 adhérents. C'est pas mal, sachant qu'aujourd'hui on est 3 000. Voilà. Mais comparé à 180 000 de la fasciste Solidarité française, 140 000 pour les anciens combattants et 90 000 pour les bonapartistes des Jeunesses Patriotes, là vous voyez que l'AF en fait pèse mais n'est pas majoritaire, c'est même la plus faible des ligues. Okay, 34, 6 février 34 même, une manifestation a lieu devant l'Assemblée nationale. Alors Alexandre Stavisky, donc c'est un escroc qui fait partie de la communauté que vous connaissez bien, voilà, il a organisé un gigantesque détournement de fonds qui fait profiter de ses largesses le personnel politique, judiciaire et journalistique de la Troisième République. Donc le pot aux roses est découvert, Stavisky est retrouvé mort dans un chalet de montagne, apparemment suicidé. Et le Canard enchaîné, qui existait à l'époque, écrit quelque chose comme mort d'une balle tirée à plus de 3 mètres, ce que les analyses balistiques confirment, décidément il avait le bras long. Voilà, je ça précise, c'est le Canard enchaîné dans le texte. Donc voilà, donc personne en fait ne croit à la théorie du suicide, il en savait trop et a été réduit au silence pour cela. Et la colère est à son paroxysme lorsque le préfet de police de Paris, Jean Chiappe, supposé proche des nationalistes, est révoqué et envoyé au Maroc. Donc à l'appel notamment de l'Action française, une manifestation relayée par son quotidien a eu le 6 février. Donc le titre de salut du 6 février, Abat les voleurs, de nos célèbres affiches développées avec l'AF il y a quelques années, 3 ans je crois. Donc pour cette manif-là, on parle entre 30 000 et 50 000 manifestants. Il y a outre l'AF, les mouvements dont je vous parlais, la Solidarité française, les Croix de Feu, les Jeunesses Patriotes, la Fédération des contribuables et même quelques communistes. À la tombée de la nuit, la police est débordée et elle ouvre le feu contre ses propres compatriotes, dont 6 camelots, dont un Alsacien, voilà, Alphonse Hofschneider, 27 ans, elle venait de Schiltigheim, tout au nord, collé à Strasbourg, hein, je crois, hein, c'est ça. Voilà, voilà. Voilà, donc Hofschneider, qui était également valet de chambre, et donc une condition qui finalement, ça on se dit quoi, un relais sur valet de chambre, bah oui, comme quoi, donc, il sera tué d'une balle en plein cœur. Voilà, donc la République est sauvée, elle a vacillé, elle a tremblé, mais n'est pas tombée, et ce coup de force raté, la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour de jeunes têtes brûlées impatientes. Ainsi, la cagoule est fondée par les dissidents d'AF Eugène Deloncle et Jean Filial. Son mode opératoire, c'est les attentats et les assassinats. Autre claquement de porte, post-6 février 34, c'est Lucien Rebattet. Il qualifie l'action française d'inaction française, se convertit au fascisme et crache son venin sur Maurras, l'AF et les Juifs dans son célèbre pamphlet intitulé Les décombres. Les années 30, c'est aussi la consécration intellectuelle. Bainville en 35 et Maurras en 38 rejoignent les Immortels, l'Académie française. Ils portent le célèbre costume vert et l'épée d'académicien. Le Maurras politique monarchiste écrase le Maurras littéraire. On a tendance à l'oublier. Maurras, c'est d'abord un homme de lettres, particulièrement prolixe. Un critique littéraire, un journaliste, un romancier, un poète. C'est clairement pas un tribun et un homme d'action. Il faut en être conscient. Le 6 février 34, d'ailleurs, pour vous dire, il rédigeait des poèmes. Bon. Donc c'était un poète, du coup, même qui n'aurait jamais dû se lancer en politique. Vous aurez dit les déçus du 6 février 34. Quoi qu'il en soit, c'est son œuvre et littéraire et politique qui pèse dans son admission dans cette auguste institution. Quentin Bainville, historien de l'Action française, lui, c'est clairement son œuvre historique qui le fait rentrer dans l'Action française. Dans l'Académie française, c'est pareil, AF dans les deux cas, voilà. Mais c'est une gloire dont il ne profita pas bien longtemps, car il décède en 1936, d'accord. À son enterrement, la voiture de Léon Blum, le chef du Front populaire, même de l'ancien Front populaire, hein, quand il y en a un nouveau désormais, voilà, donc la voiture de Blum passe à proximité du cortège. Blum est reconnu, molesté. Il y a cette célèbre photo de lui, on le retrouve à l'hôpital, la tête enturbée de 36 couches. On a l'impression qu'il s'est pris un obus sur le coin de la tronche. Et en réaction, il dissout toutes les ligues
d'extrême droite, d'accord, dont l'Action française, dont également celle des Camelots, là, comme vous pouvez voir sur mon pull, hein, mon polo. C'est pour ça qu'il y a, hop, Camelots du Roi, 1908-1936, d'accord, les Camelots ont été dissous après ça. Voilà, donc toutes les ligues sont dissoutes, sauf la Ligue des droits de l'homme. Voilà. Donc on est en 1936, d'accord, c'est la première dissolution de l'AF, elle ne s'en sortira, pas trop mal, au sens où pour contourner la dissolution et poursuivre son œuvre, l'AF va s'appuyer sur son réseau de cercles, d'associations écrans, de sections officieuses qui maillent le territoire national. D'accord, l'Action française c'est comme une hydre, vous coupez une tête, il y en a 10 qui poussent. Parlons géopolitique, car les années 30, c'est aussi la montée du nazisme et son arrivée au pouvoir. L'Anschluss et le dépecement de la Tchécoslovaquie prédit par Bainville 20 ans plus tôt à Vienne, et l'AF pressent que la prochaine guerre avec l'Allemagne ne sera pas une guerre classique, hein, comme la précédente, mais ce sera une guerre raciale, ce sera une guerre de civilisation, compte tenu de la prétention à la domination universelle du germanisme à travers son instrument le plus dangereux, qui est le national-socialisme. D'accord ? Le national-socialisme, de par son hostilité au catholicisme, sa négation du principe de nationalité, de patrie, sa volonté de conquête, de domination, de destruction et l'islam germain. Voilà comment l'Action française qualifie le régime d'Hitler et qu'elle informe ses compatriotes sur le danger qui pèse outre-Rhin. En plus du national-socialisme, l'Action française n'a pas de mots assez durs contre Léon Blum, le chef du Front populaire et du gouvernement. Sans elle, en plus d'être un agent du Kremlin, Blum, par angélisme, s'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas de guerre, affaiblit le potentiel militaire français, alors que l'Allemagne nazie, de son côté, est en train de réarmer à marche forcée. Pour Maurras, un Provençal à latin dans toute sa splendeur, moi je vais avoir un petit coup, je ne verrai même plus. Pardon, donc pour Maurras, vraiment, le latin dans toute sa splendeur, il n'y a pas à discuter. Tous les Allemands sont des barbares, tous les Allemands sont des bâtards. Voilà, la civilisation européenne pourra se préserver de la barbarie germanique grâce à une union latine. D'accord ? C'est donc pour raison géopolitique, plus que par connivence politique, que l'Action française ménage l'Italie fasciste. Ainsi, lorsque l'Italie fasciste envahit l'Éthiopie, Maurras menace de mort les 140 parlementaires français qui ont voté des sanctions contre l'Italie, car condamner l'Italie, l'ostraciser, c'était le risque de l'avoir se jeter dans les bras d'Hitler, ce qui est advenu. Et Maurras, justement, pour les menaces proférées contre Blum et contre les députés, parlementaires français, passe à quelques mois en prison de 1936 à 1937. À sa sortie, c'est 50 000 personnes qui lui rendent hommage au Veldiv à Paris et son admission à l'Académie française. On a connu une sortie de prison plus infamante. Voilà. Septembre 39, arrive ce qui devait arriver, la France et l'Allemagne se déclarent la guerre. Printemps 40, les Allemands lancent les hostilités. En 6 semaines, ils sont à Paris. C'est la débandade. L'armistice est signé en foulée et Pétain obtient les pleins pouvoirs. L'AF, le mouvement le plus germanophobe de France, fuit à Lyon, en zone libre, contrairement au PCF, en vertu du pacte germano-soviétique. Les ex-locaux de l'AF à Paris sont pillés, idem pour l'appartement de Maurras. Quoi qu'il en soit, de l'armistice jusqu'à la libération. Allez, j'ai presque fini ma première partie qui dure 45 minutes. Quoi qu'il en soit, de l'armistice jusqu'à la libération, la ligne de l'AF, elle est excessivement claire, excessivement simple. Ça va faire plaisir à mon camarade ici présent. Soutien total et inconditionnel au maréchal Pétain. L'Action française, elle rejette catégoriquement ce qu'elle appelle le clan du Yes, d'accord, donc la résistance pilotée depuis Londres. Elle rejette également catégoriquement le clan du Ya, donc la collaboration avec l'ennemi mortel, d'accord. La France seule, la seule France compte, d'accord. La France doit donc se prémunir des ingérences étrangères et pour cela faire bloc autour du chef soit unis en l'occurrence autour du maréchal. Ce positionnement, cette confiance inébranlable dans le maréchal Pétain est au début de la guerre partagée par la totalité de la population française. En 1940, il y a 40 millions de Français et 40 millions de pétainistes, pour reprendre le titre de l'ouvrage d'Henri Amouroux, publié dans les années 70. Également, en 40, il se passe un truc. En octobre 40, je dois vous en parler, sinon je ne suis pas très honnête, et promulguer le statut des Juifs. Alors, il établit un numerus clausus dans les professions libérales et leur interdit l'accès dans d'autres professions, le journalisme, la radio, le cinéma, où selon Vichy, ils sont légion. L'Action française est satisfaite de cette mesure d'exclusion sociale des Juifs qui, pour citer Maurras, ne s'en prend ni à leur foi, ni à leur sang, ni à leur bien. Elle code donc avec ce qu'on appelle chez nous la doctrine de l'antisémitisme d'État, d'accord, qui se définirait en définitive par tous les Juifs, pour les Juifs en tant qu'individus, mais rien en tant que nation, que corps constitué, influent qu'État dans l'État. D'accord, c'est une version quelque part à rebours de l'antisémitisme racial, l'antisémitisme de peau, d'accord, en vigueur outre-Rhin. L'AF reconnaît qu'il y a des Juifs bien nés, en a compté dans ses rangs et en compte encore. À partir de 1942 vont venir l'occupation de la zone libre, la dissolution de l'armée d'armistice, la destruction de la flotte française, le STO, Pierre Milice,
Pierre Laval, pardon, la milice. Donc dès lors, comment espérer un ordre français sous l'égide du maréchal quand la France n'est plus que l'ombre de l'Allemagne. Voilà, la France seule, très bien. À partir de 1942, c'est une chimère. Et ce soutien intransigeant dans Vichy, dans l'État français, qui n'a pourtant plus de français que le nom, fait passer l'Action française, le mouvement le plus germanophobe de France, pour un parti collaborationniste. L'AF et Maurras sont pourtant sommés en interne de changer de ligne. Et même Paul Douguer, donc le patron de l'AF dans le Haut-Rhin et de la résistance en Alsace, écrit à son ex-maître « Agir comme vous le faites, c'est trahir la plus sacrée des causes ». Alors la vieillesse est un naufrage, dit De Gaulle, pour excuser les errements du maréchal, et je crois que ça s'applique aussi à Maurras. Il a près comme de 75 ans au plus fort de l'occupation. Ses comparses d'Audet et d'Inville ne sont plus de ce monde. Sa surdité, son isolement à Lyon, au milieu des fidèles, parmi les fidèles qui n'osent pas forcément le contrarier, joue dans ce manque de lucidité. Les Maurassiens, les Camelots, imprégnés par l'intransigeance patriotique, intransigeance de l'Action française, ont plutôt leur place dans la résistance que dans l'attentisme maréchaliste prôné par Maurras. Et donc par hasard, si De Gaulle, le chef de la France libre, est de tradition royaliste, alors chez les De Gaulle, on lisait l'Action française. D'ailleurs, sa monarchie républicaine, la Ve République, lui a inspiré justement des leçons, des enseignements de Charles Maurras. Haute figure emblématique de la résistance, Jean Moulin. Alors lui n'était pas d'Action française, mais son secrétaire particulier, Daniel Cordier, l'était. Le général Leclerc, le chef de la 2e division blindée, celle qui libéra l'Alsace. Le général Delattre de Tassigny, qui représenta la France lors de la signature de l'armistice en 1945, étaient tous deux d'authentiques royalistes. J'ai parlé du camelot alsacien résistant, c'est beaucoup d'adjectifs, Paul Douguer, mais je pourrais aussi parler de Pierre Mesmer, alsacien, camelot du roi, résistant et futur Premier ministre. On n'a jamais eu quelqu'un entre guillemets passé par chez nous qui arrivait aussi haut. Mitterrand. C'est bien, pas mal, effectivement. Alors, je ne fais pas l'impasse sur Honoré d'Etiendorf, qui était le chef d'un réseau de renseignement, l'un des premiers résistants et l'un des premiers fusillés dès l'été 41. Et enfin, je terminerai par Paul Colette, donc un camelot qui tira sur Pierre Laval, donc le collaborateur par excellence. Et Laval ne fut que blessé et commua la peine de mort de son assaillant en peine de prison. À rebours de cet engagement de la résistance, certains ex-maurassiens vont basculer dans le soutien à la collaboration. Je pense à l'emblématique Robert Brasillac. Il était pendant des années en charge de la chronique littéraire de l'Action française. Maurras était vraiment épris de ce gamin qui lui ressemblait un petit peu. Brasillac aussi étant jeune, a commencé critique littéraire un peu comme Maurras au départ, avant que Brasillac n'opte pour le parti allemand. La libération approche, Maurras est arrêté, il est condamné à la prison à perpétuité pour intelligence avec l'ennemi. Alors je ne sais pas de qui est cette expression, mais intelligence certainement, mais avec l'ennemi sûrement pas. Il n'y a pas plus germanophobe que l'Action française et Maurras. Donc en conséquence, pour la deuxième fois de son histoire, la première est en 1936, l'AF est dissoute. Ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, mais je crois aussi qu'ils font des procès. Et la démocratie libérale et le socialisme internationaliste ne feront pas le quartier au nationalisme intégral et à la contre-révolution. L'AF et sa vitrine étant interdit, l'Action française va donc se reconstruire, d'accord ? À l'initiative de Pierre Juel, l'AF s'appelle depuis 1955 la Restauration nationale, d'accord ? Donc la RN, pas le RN, ok ? Donc la RN qui se définit comme le centre royaliste de propagande et d'action française. Non, le centre de propagande royaliste d'action française. Un petit subterfuge pour contourner l'interdiction. Quant à son emblématique quotidien, donc l'Action française, il est remplacé sous l'impulsion de Georges Calzan par un hebdomadaire qui s'appelle Aspect de la France. On retrouve aussi l'acronyme de Feu le Mouvement et de Feu le Journal, d'accord ? Donc Charles Maurras, bien qu'emprisonné, il est fidèle à l'homme de lettres et au journaliste politique qu'il a toujours été. Il lit beaucoup, il écrit moult poèmes en français, en provençal, il répond à l'abondant courrier qu'il reçoit. Il rédige de nombreux articles sous pseudonyme pour Aspect de la France, où il s'en prend notamment au projet fédéral européen naissant. En beau provençal enraciné qu'il est, Maurras s'insurge également depuis sa cellule contre les écrits de l'académicien Georges Duhamel, qui accuse les langues régionales de constituer un attentat contre l'unité française. Voilà, Maurras plaide également pour une union latine, une internationale latine, oserais-je dire, qui irait de la Méditerranée jusqu'à l'Amérique du Sud. Voilà. Et compte tenu de son état de santé qui se dégrade très rapidement, le vieux maître obtient la grâce médicale et il décède peu de temps après, le 16 novembre 1952, à 84 ans, dans une clinique proche de Tours. Il a été sourd quasiment toute sa vie. Ce malheur l'a détourné de Dieu et à l'approche du trépas, il se réconcilie avec la foi et à ses dernières paroles assez surprenantes, ce bel alexandrin
Pour la première fois, j'entends quelqu'un venir. Voilà. Alors, est-ce qu'il parle du bon Dieu qui l'appelle? Voilà, les voies du Seigneur sont impénétrables, comme on dit. Quoi qu'il en soit, la disgrâce du mouvement accusé à tort de collaborationnisme, d'intelligence avec l'ennemi et la mort de son doctrinaire n'empêche pas Feu l'Action française de reprendre du service. Ainsi, en 1953, soit un an après la mort de Maurras, est créé le camp Maxime Réal Delsarte, donc CMRDS, en hommage au sculpteur et ancien président des Camelots du Roi, Réal Delsarte. Il était spécialisé dans la sculpture de monuments à la gloire de Jeanne d'Arc et de monuments aux morts. Et d'ailleurs, c'est à lui qu'on doit, mes chers Mulhousiens, le monument aux morts de notre ville, voilà, situé boulevard Roosevelt. Voilà, donc j'espère que vous ne regarderez pas le monument de la même manière et que vous y penserez le 11 novembre prochain à l'occasion de notre hommage sans profanation aux morts de la Grande Guerre. Voilà. Évidemment. Alors voilà, donc je reviens à mon propos. Donc, du coup, le camp Maxime Réal Delsarte, CMRDS, c'est le camp d'été de l'Action française. Il a toujours lieu depuis 1953, sans discontinuer. Il dure une semaine et se déroule dans le centre de la France à la fin du mois d'août. Voilà, n'est-ce pas Maria-Louisa, voilà, qui est une aficionado des camps d'été d'AF. Alors, le magistère intellectuel exercé naguère par Maurras, il est assuré par Pierre Boutan. Pierre Boutan qui a 36 ans lorsque s'éteint son illustre maître en 1952. Donc Boutan, il est agrégé de philosophie, normalien, et sa lecture est ardue. Vive Pierre Boutan, pour le comprendre, ça prend du temps, comme le scan d'une version de Vive les Camelots du Roi. Donc sur le plan des idées, Boutan rompt avec l'antisémitisme d'État, d'accord, qui était le fil rouge de la doctrine d'Action française, de l'affaire Dreyfus en 1898 jusqu'à l'approbation du statut des Juifs d'octobre 40. La fracture va donc rapidement s'opérer entre Boutan, qui fonde son journal, La Nation française, en 1955, et l'AF, enfin plutôt la Restauration nationale, la RN, le canal historique, on va dire, incarné par le vieux Maurice Pugeot et Georges Calzon, qui s'expriment eux de leur côté dans Aspect de la France. Le divorce est consommé à l'occasion de la guerre d'Algérie, donc la guerre d'Algérie 1954-1962. Boutan d'un côté et la RN de l'autre sont tous les deux partisans de l'Algérie française, mais disons que Boutan s'accommode de la Ve République et du gaullisme, ce qui n'est pas le cas de la Restauration nationale. C'est donc elle, la Restauration nationale, qui va s'impliquer dans ce qu'on appelle l'OAS. Donc l'OAS, c'est quoi? C'est l'organisation de l'armée secrète, d'accord? Donc l'OAS, en fait, elle recourt aux attentats, meurtres, plastiquages, sabotages pour s'opposer par tous les moyens, même légaux, à l'indépendance de l'Algérie. Donc l'OAS frappe tant en Algérie qu'en France. Son acte le plus célèbre, la tentative d'assassinat sur De Gaulle, voilà, au Petit Clamart, tout à fait, Manu, en région parisienne. Et le commanditaire est un certain Jean-Bastien Thierry, et qui se fera justement fournir des planques par des royalistes lors de sa cavale. Alors Bastien Thierry sera retrouvé et passé par les armes. D'ailleurs, le responsable d'OAS, alors Métro Jeunes, donc la branche de l'OAS qui sévit en métropole, donc les jeunes qui sévissent en métropole. Donc le chef de cette branche-là, c'est le lieutenant Nicolas Kayanakis, qui finira secrétaire général de l'AF des décennies plus tard, et le patron d'OS Métro tout court, donc pas la branche jeune de l'OS, mais la branche pour une personne plus âgée, plus expérimentée. Ce patron-là, donc c'est le capitaine Pierre Sergent. Donc Pierre Sergent, c'est vraiment le bras droit des généraux putschistes d'Alger. Il n'est pas d'AF, comme Bastien Thierry d'ailleurs, mais disons que l'AF lui a fourni l'aide pour qu'il puisse s'évader et quitter le pays alors qu'il était activement recherché pour ses activités. Sergent est gracié après la guerre et rentre en France, et reconnaissant à l'AF pour le rôle qu'elle a joué dans son évasion, c'était quelqu'un que vous pouviez croiser aux locaux de l'AF à Paris. Voilà, dans les années 60, outre la guerre d'Algérie, il y a un autre événement qui va secouer la France, donc quelque part impliquer l'Action française, c'est mai 68. Alors l'Action française, elle est loin d'avoir le même activisme qu'Occident, l'ancêtre du GUD, le groupe Union Défense. L'AF se mobilise plutôt à bon escient. Elle va organiser ses premières contre-manifestations et obtenir le maintien de son traditionnel cortège le deuxième dimanche de mai. Alors je ne peux pas ne pas vous parler de l'emblématique Bernard Lugan, qui était le patron du service d'ordre de l'AF pendant mai 68. Sa célèbre blague, j'avais pas de moustache, mais j'avais une grosse barre de fer, donc je pense que vous la connaissez tous. Et puisque je parle justement de barre de fer, indéniablement des affrontements violents qui, je pense, aujourd'hui sont juste inimaginables, éclatent entre les royalistes et les gauchistes. Je vais clairement se glisser entre les lignes des CRS avec une raquette pour prétexter jouer au tennis et servir de sa raquette pour déboîter la mâchoire d'un communiste.
Voilà, c'est peut-être possible à l'époque, mais aujourd'hui, voilà, c'est juste plus possible. Il y a une société quand même qui est beaucoup plus, policée, judiciarisée, voilà, aseptisée aussi, on peut dire. Hein. Il y avait, c'est vrai, à l'époque, une violence politique, hein, mais qui juste de nos jours est plus possible, quoi. Donc sans doute imprégné par le gauchisme ambiant et vainqueur de mai 68, une scission de gauche va frapper l'Action française. Hein, sous l'impulsion de Bertrand Renouvin et de Gérard Leclerc, la nouvelle Action française, la NAF, est fondée en 1971 et en réaction à cette dérive, Lugan crée le Comité royaliste pour un ordre nouveau, dit le CRON. Hein. Donc ce dernier est spécialisé dans les opérations coup de poing et reste fidèle à la maison mère, la Restauration nationale. Simplement, le CRON va être tiraillé entre le loyalisme à l'ARN, l'attrait pour ordre nouveau et le FN nouvellement créé. Donc le CRON va donc finalement s'autodissoudre. Hein. La NAF, elle, perdure. En 1974, son fondateur Renouvin se lance dans la course au présidentiel. Il obtient 0,17% des voix. Donc la NAF s'appelle en 1978 la NAR, la Nouvelle Action Royaliste, et non content d'avoir fait un score misérable au présidentiel de 1974, Bertrand Renouvin, le patron de la NAR, appelle à voter Mitterrand en 81. Voilà, donc la NAR, je ne fais pas de dessin, voilà, je pense que vous avez compris. Donc la NAR, elle existe encore aujourd'hui, je crois que c'est Renouvin qui la préside, et elle organise en fait ses conférences débats appelées les mercredis de la NAR. On peut croiser des personnalités comme Laurent Fabius, Pierre Vidal-Naquet, Stéphane Hessel. Voilà, donc voici un florilège des personnalités invitées, voilà, indéniablement. Donc la NAR ne craint pas d'inviter des personnalités de gauche et d'extrême gauche, hein, et rejette catégoriquement en fait tout soutien à Jean-Marie Le Pen, dont le parti prend son envol dans les années 80. Les années 80, justement, je vais y venir, parce que dans cette décennie, l'Action française est à l'avant-garde du combat anti-indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie. C'est d'ailleurs un sujet qui est revenu dernièrement sur le point de l'actualité, notamment à Mulhouse, hein, je crois, où le leader est incarcéré à Lutterbach. Hein, ouais, tout à fait. Et donc, quoi qu'il en soit, donc, du coup, l'AF à l'époque, elle est proche des Kanaks fidèles à la France, dont le sénateur français qui s'appelle Dick Ukeve, qui est originaire de la Nouvelle-Calédonie et farouchement loyaliste. Il était d'ailleurs invité au banquet annuel d'AF. Et anecdote croustillante, c'est que le journal Aspect de la France, donc le journal d'AF, c'est celui qui a eu le plus fort tirage sur l'île. Et quant au patron de l'AF, Pierre Pugeot, il résidait régulièrement en Nouvelle-Calédonie. Il a même reçu là-bas Jacques Chirac, qui est le futur Premier ministre. Donc quand on a les convictions et l'oreille des puissants, ça aide pour faire progresser la cause. Et c'est justement ce combat à la pointe, ce combat pour la Nouvelle-Calédonie française, qui va valoir à l'Action française 2 attentats dans ses locaux, vraisemblablement pilotés par Action Directe. Donc c'était un groupe terroriste communiste et autonomiste. Voilà. Alors la fin des années 80, début des années 90, voit la naissance de ce qu'on appelle la génération Maurras. Hein, c'était à la mode à l'époque de s'appeler génération ceci, génération cela. Il y a même eu d'ailleurs la génération Mitterrand. Hein, voilà. Et cette période-là va vraiment correspondre, si vous voulez, à un renouveau de l'Action française qui, il faut bien le dire, depuis la guerre ne jouit plus du prestige et de la force de frappe d'avant 1945. Hein, clairement, avant la guerre, la question c'était plutôt qui ne connaît pas l'Action française. Je pense qu'il y avait un Français sur 10. La question maintenant, aujourd'hui, de nos jours, c'est plus qui connaît l'Action française. Et dans l'autre sens, il y a un Français sur 10. Voilà. Donc je vais vous justement raconter quelques faits d'armes de la génération Maurras. Jean-François Kahn, voilà, dirigeait un hebdomadaire de gauche caviar à Fort-Irac, qui s'appelle l'événement du jeudi, tout à fait, et il s'est en fait fendu d'un dossier moqueur sur le royalisme et les royalistes. Et faire le malin derrière son ordinateur, sa machine à écrire, hein, je ne sais pas, dans les bureaux de sa rédaction, c'est très bien, et l'AF en fait lui a demandé d'assumer. Ainsi, l'Action française a envahi la rédaction. Voilà. Et en fait, d'après le camelot qui m'a raconté ça, en fait, Jean-François Kahn s'est fait offrir une bouteille de champagne et une couronne. Alors, il était beau joueur, voilà, il a bien rigolé après coup, mais sur le coup, il faisait vraiment pas le mariole, et indéniablement, il a retenu la leçon. En 1988 sort La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Alors voilà, je pense à l'aile cinéphile de l'AF, ici présente. Alors, en fait, Jésus, dans ce film-là, en fait, il est humanisé au maximum, d'accord, luttant contre sa divinité, d'accord, au point de rêver charnellement de Marie-Madeleine, d'accord, d'où le titre du film, d'ailleurs, La dernière tentation, ok. Donc c'est vu en fait comme une provocation et un blasphème. Donc l'AF, bien sûr, n'est guère un mouvement confessionnel, hein, mais elle reconnaît l'apport, les valeurs du christianisme et du sacré, hein, et associé à des mouvements catholiques, l'Action française, partout en France, perturbe le bon déroulé des projections. Donc les affrontements entre les forces de l'ordre
d'un côté les camelots et les cathos, enfin, en général les camelots et les cathos, ils sont en général les deux à la fois, aux abords de cinéma ont été nombreux, violents. Hein, il y a vraiment une ambiance mai 68 qui va culminer avec l'incendie carrément d'un cinéma parisien. Je crois que c'est le cinéma d'opéra ou d'Odéon, je crois. Odéon, hein, qui a été incendié. Alors, c'était par des cathos traditionnalistes, hein, pas par l'AF, mais au final, les projections de ce film sont immédiatement arrêtées, voilà, et le film blasphématoire est suspendu. Alors, plus légère, c'est l'affaire Delaveau, en 1989. Alors, Hélène Delaveau se produit à Paris, et des camelots du roi montent sur scène et lui aspergent du colorant dans les cheveux. Crie « Vive le roi !» et file aussitôt. Et dans le théâtre se trouve Pierre Joxe. Pierre Joxe qui n'est autre que le ministre de l'Intérieur de l'époque, dont le bruit court qu'Hélène Davo est la maîtresse. Et il n'y a pas de fumée sans feu, parce que le soir même, pour venger sa belle, Joxe s'exprime à la télévision et clame que tout sera mis en œuvre pour retrouver les coupables. Voilà, donc pour un simple champouinage, il n'y a pas moins de 150 policiers qui sont mobilisés, donc de la brigade de répression du banditisme à la section antiterroriste. Donc au total, il y a une trentaine de royalistes et de nationalistes qui sont cueillis au petit matin. Et 3 camelots, Philippe, Christophe et Giovanni, passeront 53 jours en prison à Fresnes avant d'être relaxés ou d'écoper un sursis. Donc Christophe, lui, est décédé. En revanche, Philippe et Giovanni, c'est 2 frangins. Ils sont encore de la maison, hein, fidèles parmi les fidèles, et vous pourrez les croiser certainement à l'occasion de nos événements. Alors toujours léger, toujours 1989, c'est le bicentenaire de la Révolution. Hein, donc les camelots de la génération Maurras vont en profiter pour effectuer quelques rondes sympathiques sur le pont des Arts et s'en prendre au stand vendant des articles à la gloire à l'effigie de la Révolution. Plus globalement, en fait, le 200e anniversaire de la Révolution, la prise de la Bastille, même le 200e anniversaire du génocide vendéen de 1793, est l'occasion pour l'action française de la RN, excusez-moi, vous l'aurez compris, je pense, de faire entendre ses arguments, hein, de s'inscrire, comme elle sait le faire, à contre-courant du politiquement correct et du discours ambiant. Alors, je vais vous parler d'une action mythique. À l'époque de la génération Maurras, hein, décidément, l'animateur communautaire Michel Pollack fait une émission le samedi soir sur TF1 qui s'appelle Droit de réponse, voilà, qui est l'équivalent de Touche pas à mon poste avec la liberté de ton des années 80. Hein, donc c'est vraiment la télé caniveau associée à la liberté de parole des années 80. Donc je ne fais vraiment pas de dessin sur cette bouse où la gauche règne en maître. Et donc c'était à l'occasion de grèves lycéennes et étudiantes, tous les syndicats de gauche, bien sûr, sont invités, mais pas l'Action française, qui dispose pourtant de son syndicat lycéen, et même d'un cercle étudiant à la fac d'Assas, je crois que c'est une fac spécialisée dans le droit, il me semble. Hein, ouais, voilà, spécialisée dans le droit. Et qu'à cela tienne, donc l'AF, dans un premier temps, elle proteste auprès des producteurs, mais n'est pas autorisée. Donc les camelots, du coup, s'invitent au studio. Ils tentent de s'introduire sur le plateau auprès d'une bagarre avec la sécurité. Des slogans sont scandés, des aspects de la France sont balancés, et par les camelots, et Pollack montre en direct la une de New Journal et éructe un truc du genre « c'est signé ça ». Donc c'est la plus belle publicité qu'on pouvait faire à l'AF en direct sur l'une des plus grandes chaînes de l'époque. Voilà, donc c'est un formidable coup. En 1991 éclate l'affaire Boudarel. Alors Georges Boudarel, c'était un stalinien français qui était en charge de la rééducation des prisonniers français pendant la guerre d'Indochine, hein, donc la guerre d'Indochine 1946-1954. Un vers de l'Internationale oublié, une maxime d'Ho Chi Minh où vous bafouillez, et c'était foutu. D'accord ? Dans le camp 113 qu'il administre, sur les 320 prisonniers français, 278 ont péri. Hein, donc c'est vraiment le Klaus Barbie de l'Indochine. Donc il est condamné à mort par un tribunal militaire français en 1964, mais obtient en 1966 l'amnistie grâce au vote des communistes. Il a ensuite pu rentrer en France et mener une vie tranquille de maître de conférences et de chercheur à l'université. Et l'indignation est à son comble lorsque les crimes de ce tortionnaire sont révélés en 91. Le FN et l'AF sont du coup alors aux avant-postes pour dénoncer les crimes de cet ex-commissaire politique qui s'en sorta par un non-lieu. Alors quel activisme vraiment que celui de la génération Maurras, où on retrouve vraiment l'aspect potache, trublion et un peu bagarreur des camelots. Alors pourquoi il y a un regain en particulier pendant cette période fin des années 80, début des années 90, il y a la conjonction de plusieurs événements. Déjà, le premier, c'est plus la même jeunesse. Hein. Les camelots, la génération Maurras, on est dans les années 60, voire 70, donc c'est une génération après la guerre, de l'eau a coulé sous les ponts. Par ailleurs, pendant la génération Maurras, la gauche et les communistes sont au pouvoir, c'est quand même inouï sous la Ve République. Et enfin, c'est la période du bicentenaire de la Révolution,
du bicentenaire du génocide vendéen et aussi du millénaire capétien. Voilà, 987, c'est l'avènement du Capet, le père fondateur de la dynastie qui a fait la France. Donc 1987, voilà le millénaire. En somme, en définitive, il y a tout un faisceau, si vous voulez, d'ordre générationnel, historique et politique qui explique cette acné. Et François Mitterrand le sent bien et il décide en 91 d'interdire le traditionnel cortège d'hommage à Jeanne d'Arc qui a lieu chaque deuxième dimanche de mai à Paris. Et la précédente et seule interdiction, c'était les nazis en 40, et ce pendant toute la durée de la guerre. D'accord ? Mais c'était mal connaître les camelots. Alors toute la journée, il y a des charges et contre-charges entre l'AF et les forces de l'ordre qui vont s'enchaîner. Les premières arrestations sans ménagement ont lieu dans la matinée. Des camelots sont étendus, face contre terre, menottés, tabassés. Certains ont le visage en sang, mais ça, malgré l'indignation des passants, ça ne change pas grand-chose. Et la journée est vraiment harassante des deux côtés. C'est une chasse à l'homme en plein Paris. Et le point d'orgue de la journée, c'est lorsqu'une centaine de camelots se replient et s'enferment au Panthéon. Voilà, donc il y a 500 gendarmes mobiles qui sont déployés pour aller déloger les terroristes. Et en parallèle, la préfecture de police de Paris commence littéralement à paniquer. Elle fait fermer toutes les stations de métro autour de l'Élysée. Elle renforce également la sécurité autour de tous les commissariats où des camelots sont déjà retenus. Donc ensuite, les gendarmes vont arrêter les camelots qui s'étaient planqués dans le Panthéon et le départ des fourgons cellulaires remplis de camelots depuis le Panthéon vers les commissariats pour qu'ils servent en garde à vue est perturbé par des barrages humains qui scandent « Le roi à Paris et libérez nos camarades ». Et à l'intérieur des fourgons, le chahut des camelots est tel que les paniers à salade menacent de se renverser. Voilà. Donc finalement, le cortège se met en route sous une aide d'honneur de camelots enthousiastes et euphoriques. Donc place des Pyramides, là où est la célèbre statue de Jeanne d'Arc dorée, un bouquet de fleurs a été déposé. Dans d'autres endroits aussi de Paris, donc finalement, mission accomplie. Lundi, à midi, les derniers royalistes sortent de garde à vue et témoignent des mauvais traitements subis. Bilan de ce dimanche, donc 148 arrestations, 15 inculpations et l'opprobre, bien sûr, sur Mitterrand. Alors, au-delà de ces actions spectaculaires, bien que sporadiques, l'action française post-Seconde Guerre mondiale a pour fil rouge la dénonciation de la gauche et de l'intégration européenne, qui culmine avec le traité de Maastricht en 1992, l'acte fondateur de l'UE. Alors, 1997, l'action française connaît une scission. Décidément, alors je vous fais un petit état récapitulatif. Il y a pour le moment deux entités. Il y a la RN, d'accord, le Centre royaliste d'action française, et l'ANAR. Et Hilaire de Crémier, pour des questions, on va dire, d'ego, emporte avec lui le nom de Restauration nationale, d'accord, pour créer son mouvement éponyme. Voilà. Donc, quant au courant, fidèle à Pierre Pugeot, lui, il garde le nom de CRAF. On a donc désormais trois entités qui se partagent l'héritage en attendant l'héritier. Okay, donc, le CRAF, on va dire le canal historique, l'ARN, la scission de gauche, et l'ANAR, la scission de gauche, et l'ARN d'Hilaire de Crémier. Okay, donc, l'action française va quand même commencer à connaître une éclipse, début des années 2000 et 2010. Pour vous donner un ordre d'idée, un chiffre révélateur, il n'y a que 30 participants pour le CMRDS de 2010, donc notre camp d'été, ce qui correspond à 10 fois moins que celui de cet été. Donc quand même. Et tout va changer, car en 2013, l'AF, plutôt le CRAF, se mobilise contre la loi Taubira. Donc c'est celle du mariage pour tous. L'AF s'est particulièrement impliquée via une structure qu'on appelle le Printemps français, et qui était à l'avant-garde vraiment des manifs et qui n'avait pas peur de tenir la ligne. Si vous voyez ce que je veux dire, on va vraiment du coup avoir une génération de camelots qui va être baptisée par le gaz lacrymogène et rudoyée par la police républicaine qui va naître. Et à la faveur de cette implication remarquée et remarquable des sections SM partout en France, l'AF Strasbourg, créée il y a 100 ans et en sommeil pendant des années, s'est relancée justement en 2014, soit à l'époque de la Manif pour tous. Et cet activisme de l'AF lors de la Manif pour tous va culminer lors du jour de colère en janvier 2014 qui rassemble plusieurs dizaines de milliers d'anti-Hollande. Et l'action française est en première ligne et déploie une banderole sous une pluie battante. Aujourd'hui, la colère, demain le roi. Donc la photo de la banderole a fait le tour des réseaux, elle a fait les choux gras de Mediapart, on s'en doute. Voilà, et l'AF, du coup, qui s'est particulièrement distinguée pendant cette période assez critique, finalement, pour la défense de la famille traditionnelle, a vu affluer les fonds, les adhésions. Donc ce retour en force va permettre de relancer l'action française Provence. Elle achète un local situé rue Navarin à Marseille. Alors,
Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si Mulhouse, la française Mulhouse, ouvrait un local avenue Aristide Briand, ou si les Colmariens ouvraient un local d'AF au quartier de l'Europe. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc il leur a fallu sacrément du courage pour tenir. C'était la section la plus emblématique de l'Action française. C'était, voilà, merci de ton approbation, c'était littéralement un modèle. Voilà, pour moi, cette section est un modèle, voilà, à l'époque. Alors, de leur fait d'armes, ils s'étaient notamment introduits à Sciences Po Aix, dans un amphi blindé, et avaient déployé une banderole socialiste assassin. Et scotchés à leur siège, les gauchistes n'avaient rien trouvé mieux à faire que chanter l'international. Voilà. L'AF Provence a également perturbé une réunion qui portait sur le thème Bâtir le Marseille de demain, qui était donné en fait dans la permanence LR de Marseille. Hein. Et c'était eux en fait qui tenaient la ville à cette époque. Et un camelot, donc une camelot qui s'était introduit avait remis un diplôme de la mascarade politique au LR organisateur de la réunion. Et dehors, il y avait une trentaine de camelots provençaux qui ont foutu le boxon, qui ont craqué des fumigènes et qui avaient ce slogan que j'adore, Marseille demain sans républicains, en écho au thème de la conférence Bâtir le Marseille de demain. Voilà. Et Vincent Lapierre, donc du temps où il était encore à égalité et réconciliation, a fait un excellent reportage d'ailleurs à l'AF. Hein, je vous invite vraiment à le. Ah voilà, merci. Pas mal, c'est comme ça qu'ils ont connu l'AF. Hein, voilà, absolument. Voilà, un reportage excellent. Donc vous constaterez, tant dans la réunion de rentrée qui immortalise Lapierre que toutes les autres, c'était au moins 50 camelots qui étaient rassemblés, l'équivalent militant antifasciste et un dispositif policier exceptionnel. Une bombe artisanale d'ailleurs a explosé devant les locaux, heureusement sans faire de dégâts. Je ne vous parle pas bien sûr des balles de Kalachnikov ou les grenades qui étaient scotchées sur la porte. Seulement voilà, les Provençaux, on va dire qu'ils étaient, pour défendre leur local, il n'y avait pas peur de faire des compromis avec des gens qui n'étaient pas vraiment dans la doctrine, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ce qui a particulièrement déplu aux cadres nationaux à Paris. Et cette tension en fait ravive la sempiternelle animosité entre Paris et Marseille, et relance le débat aussi, a relancé le débat le débat sur les liens à entretenir avec ce type de mouvement. Donc le Bastion Social, le successeur du GUD, le groupe Union Défense, voit le jour en 2017. Donc le chef de l'AF Provence, un certain Jérémy Palmieri, son chef emblématique, y emmène toute sa section. Voilà. Alors pourquoi un tel revirement ? Alors le Bastion Social s'est présenté comme un mouvement venant en aide aux SDF européens, sinon français, et chaque ville où ils s'implantaient, ils ouvraient un local. Okay, un bar associatif, même plutôt. Donc l'aspect social communautaire a particulièrement séduit aux jeunes royalistes, aux jeunes patriotes qui étaient à l'Action française, qui trouvaient parfois la haine, c'était un peu trop, ça manquait de concret, mais c'était trop dans le métapolitique, quoi. Ouais, pour la France, très bien, le roi, bon d'accord, mais bon, c'était pas assez concret, si vous voulez. Alors se retrouver au local du Bastion Social pour boire des bières ou venir en aide aux SDF dans le besoin, très bien, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'ai participé, je suis déjà allé au Bastion Social Strasbourg, mais malgré tout, quel est le projet politique transcendant ? Donc, quant à cela s'ajoutent les bagarres aux abords de leur local ou à l'occasion de leur collage d'affiches. Le responsable notamment du Bastion Social Provence a écopé, je crois, de 6 mois de prison ferme à l'occasion d'un collage d'affiches qui a dégénéré. Tout ça, en fait, ça a donné du grain à moudre à la dissolution prononcée par Emmanuel Macron à son discours au CRIF. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un conseil représentatif des institutions juives de France. Voilà, on se demande qui a commandité la dissolution de ce mouvement qui, malgré tout, a eu le mérite d'exister. Voilà. Donc de l'eau a coulé sous les ponts. Depuis, l'AF Provence s'est reconstituée, mais elle a perdu son célèbre local, son emblématique local, qui est désormais un commerce de CBD. Au secours. Alors, la crise des Gilets jaunes, elle éclate en 2018. Et les royalistes, étant des Gilets jaunes comme les autres, partout en France, l'AF se mobilise. Et par exemple, à Bordeaux, donc, qui est marqué à gauche, hostile à nos idées, il y a une poignée de camelots qui va dérouler une banderole avec un slogan doctrinal, on va dire un slogan maison évoquant le pays réel, donc la société civile malmenée, méprisée par le pays légal, en somme les politiciens, les administrations. Donc l'extrême gauche, comme à son habitude, va mettre son grain de sel, s'empara du mouvement et se lança dans une course aux fachos absolument hors de propos et risible. Alors l'AF, à défaut de s'afficher officiellement, comme c'était le cas à Bordeaux, va plutôt être présente officieusement. En 2018, la RN de Hilaire de Crémier et le CRAF de Pujol se réconcilient, voilà, et annoncent leur fusion. L'AF s'appelle de nouveau la RN CRAF. Mais ce serait trop simple sinon, à l'initiative d'Élie Athème, proche de Jérôme Bourbon et d'Ivan Benedetti, une scission s'opère. Amitié et Action française, AAF, voit le jour. Donc cette énième division ne repose pas sur des questions d'ego, mais sur des questions, on va dire,
doctrinale. Amitié Action française reproche essentiellement à la RN-CRAF, voilà, à nous, en somme, son reniement de la question juive. Et pourtant, le concept des 4 États confédérés, d'accord, donc les juifs, les protestants, les francs-maçons et les métèques qui sapent la France de l'intérieur est toujours enseigné chez nous, d'accord, mais disons de manière peut-être moins obsessionnelle, de manière moins fanatique qu'à Amitié et Action française. Oui, donc même Maxime, alors pour ceux qui ont connu Maxime de Mulhouse, qui était pourtant qui portait guère le peuple élu dans son cœur, voilà, même lui trouvait qu'ils en faisaient trop, qu'il était complètement matrixé par ça. Donc voilà, et en somme, à côté de quelques, il pèse vraiment rien du tout, donc en somme, à côté des quelques vieux gauchistes de l'ANAR et des vieux antisémites compulsifs de l'AAF, il reste nous, malgré tout, le mouvement duquel nous nous réclamons est celui qui incarne le mieux l'héritage de Charles Maurras et des 125 ans d'histoire que je viens de vous relater, d'accord. Alors je vais également vous évoquer la participation de l'AF lors des manifs anti-pass, qui a imposé ce fameux pass sanitaire qui a imposé aux Français les mesures les plus liberticides depuis l'occupation. L'AF se mobilise à Mulhouse, n'est-ce pas? Elle tient les cortèges plusieurs semaines de suite et a fait des émules, notamment à Arras, à Vannes ou en Vendée, donc une visibilité, une implication qui a été particulièrement saluée. Enfin, en mars 2024, à l'occasion de l'ignoble constitutionnalisation du droit à l'avortement, l'AF Vendée décide de rougir l'eau de la fontaine à l'effigie de Simone Veil et de disperser en fait des poupées de sang tout autour. Cette action symbolique a eu un énorme impact médiatique et je ne serais pas honnête si je ne vous disais pas que le National, contre toute attente, désavoue l'AF Vendée et lui demande en interne de retirer illico presto sa publication. Alors le mécontentement des chefs de section locaux, et puis il faut dire qu'on avait déjà aussi quelques griefs, a été unanime. Voilà, les vérités ont été dites à l'occasion du congrès des cadres et les leçons tirées. Et l'ex-secrétaire général, qui avait pris quelques autres décisions un peu malheureuses, en a pris acte et décidé de ne pas renouveler son mandat. Un nouveau, la personne d'Olivier Gioux, est en place depuis août, je vois depuis le CNRDS. Voilà, il nous fait une très bonne impression. Et voilà, il nous a d'ailleurs apporté son soutien lors de la stèle à la nécropole. Donc voilà moi du coup ce que je pouvais vous dire sur cette épopée qui est l'histoire de l'Action française de 1898 à 2024. Voilà, c'est une aventure, indéniablement, une aventure patriotique, une aventure humaine. Et parce qu'elle est humaine, elle est imparfaite, voilà, mais je vous invite à prolonger cette aventure avec vos sections préférées. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'en guise de conclusion, c'est que l'AF, avant d'être royaliste, elle est patriote, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la France, d'accord, la France seule, la France d'abord. Donc, par conséquent, si vous avez envie de défendre votre pays, si vous avez un minimum de curiosité intellectuelle, de discipline militante, aussi notamment à Mulhouse, n'est-ce pas? Voilà, vous allez vous plaire à l'Action française. C'est vraiment l'AF, c'est l'école du dépassement de soi, voilà, de l'effort, du courage politique. Je crois que ceux qui sont à l'AF ne me démentiront pas. Je crois que ceux qui veulent nous rejoindre vont très vite s'en rendre compte. Voilà, je conclurai en vous disant que voilà, je le dis parce que je le pense, l'AF c'est mieux qu'un mouvement, c'est une famille. Merci de votre écoute, de votre attention.